Bien, je passe la parole à Jérémy Decoq et Melchior Courtois de Cyberzen qui vont nous faire la veille de l'actualité et des vulnérabilités du mois. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir, parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités croustillantes au cours de ce mois de janvier, au cours de ce début d'année. Donc sans plus tarder, on commence comme d'habitude avec un petit rappel du support Windows, donc pour les workstations. Donc toujours rien à déclarer. On est tranquille jusqu'à la fin de l'année. Et les Windows Server, donc pareil, rien à déclarer. Donc, on attaque les failles. Donc, il y en a pas mal. On commence avec le patch Tuesday, donc le premier de l'année, qui corrige pas loin de 114 vulnérabilités, dont 3 de type 0D. Donc, la première, on a un leak mémoire donc, qui permet de lire les adresses mémoire associées à un port ALPC à distance, donc qui est dû à du coup la faille située au niveau de Desktop Windows Manager. Juste pour information, le port ALPC, c'est ce qui permet la communication entre votre processus en mode utilisateur et votre noyau, forcément sur le même système. Donc, pour vous montrer l'importance du coup de cette vulnérabilité et comme quoi elle est actuellement pas mal exploitée, elle a été rajoutée au catalogue Kev de la CISA. Donc, c'est le catalogue qui liste les vulnérabilités les plus critiques que vous devez patcher en priorité parce qu'elles sont actuellement pas mal exploitées. Donc, affecte Windows 10 et 11 pour les workstations et toutes les versions Windows Server de 2012 à 2025. Donc, ensuite, on a un bypass donc, au niveau du Secure Boot. Donc, ça, c'est pas une vulnérabilité réellement en tant que telle, plutôt un point de vigilance. Donc on en a parlé lors de la, le point de l'OSIR en octobre 2025. Donc en fait, on vous avait dit que les certificats qui étaient présents du coup vos certificats système du coup expiraient à partir de juin, donc entre juin 2026 et octobre 2026. Donc c'est les certificats qui sont poussés par Microsoft pour signer les bootloaders, tiers, des ROM optionnels, le boot manager de Windows, etc. Et donc ça, on vous avait déjà dit en octobre de penser du coup à les mettre à jour, parce que sinon votre Secure Boot ne fonctionnera plus et donc vous serez plus capable de booter sur vos OS signés. Donc attention à ça. La troisième, du coup, 0D, donc une élévation de privilège au niveau du pilote AGR modem, donc ce qui permet du coup la gestion du modem qui porte ce nom, donc AGR. Donc c'est pas une. Donc vous voyez elle a été identifiée en 2023 parce qu'elle a été déjà documentée en 2023 par le MITRE. Et donc ce qui a été fait, c'est justement le pilote AGR avait été supprimé et entre-temps, du coup, deux autres pilotes natifs ont été supprimés du système, donc, qui permettent de faire fonctionner également les modems AGR, donc AGRSM 64.6 et AGRSM.6. Et donc la vulnérabilité se situe au niveau de Windows 10 et 11 pour les workstations et Windows Server entre 2008 à 2025. Et ensuite, on a eu 6 critiques. Donc, je vous ai mis les 6. Donc, l'élévation au niveau du composant graphique de Windows, une RCE dans le processus LSASS, une élévation de privilège au niveau de Visual Basic Script, une RCE dans Microsoft Office et deux autres RCE dans Excel et dans Word. Alors, tout de suite, on attaque sur les vulnérabilités côté application et framework. Donc, la première, c'est un problème de sécurité qui était présent dans la fonction airbag de Kubernetes. Donc, airbag qui est la fonction de contrôle d'accès basée sur les rôles. Et plus exactement au niveau de la permission node proxy get, qui est la celle qui gère le droit en lecture notamment accordé pour la surveillance et l'observabilité. Globalement, comment ça fonctionnait? En fait, la vérification des droits était bien faite lors de l'initialisation d'une connexion, mais ensuite, après l'initialisation, il n'y avait pas de revérification qui était faite lors de l'envoi d'une commande. Et donc, en fait, après, en fait, la connexion était possible d'envoyer, d'exécuter des commandes sur n'importe quel pod du cluster Kubernetes parce qu'on avait globalement les droits d'exécution ensuite.
Ce qui est le plus ennuyeux, c'est qu'il n'y avait pas de patch prévu ni de CVE pour Kubernetes, car pas de vulnérabilité selon eux. Donc, comme c'est écrit, ils ont dit, après un examen approfondi avec SigAud et SigNode, nous confions notre décision selon laquelle ce comportement fonctionne comme prévu et ne fera pas l'objet d'un CVE. Donc, c'est assez ennuyeux. Il y a un script de détection qui a été mis en ligne par le chercheur qui a détecté la faille. Donc, je vous ai mis le lien, qui ne permet pas de patcher, mais qui permet de détecter, du coup, si c'est vulnérable ou pas. Quelles vulnérabilités aussi ont été détectées sur GLPI? Elles ont été corrigées. Donc, la première, c'est un vol de session. La deuxième, une RCE via un chargement d'un fichier malveillant. La troisième, une SSRF, donc Server Side Request Forgery, via un détournement de la fonction webhook. Alors celle-là, c'était globalement, au lieu d'envoyer une notification à un service externe légitime, un attaquant, il pouvait forcer le serveur GLPI à effectuer des requêtes HTTP plutôt vers des ressources internes. Et donc c'est pour ça que ça allait aller inaccessible depuis l'extérieur. Et la dernière, c'est une injection SQL à partir d'un utilisateur authentifié. Vulnérabilité critique sur N8N. Donc ça, c'est fait suite à d'autres qu'il y avait eu sur le mois précédent. Donc celle-là, il est possible d'exécuter des commandes système sur l'autre en exécutant juste l'application. Il y avait juste un prérequis au préalable, c'est qu'il fallait avoir un utilisateur qui était authentifié avec les droits de création et de modification de workflow. Et ça pouvait entraîner du coup derrière une exfiltration de données, vol d'identifiant ou déploiement de backdoor sur la serveur route. Donc les pages sont disponibles sur les deux branches. Deux mises à jour ont été faites chez Ivanti, enfin plutôt une mise à jour pardon, pour corriger les deux CVE. Donc ça concerne la solution Ivanti Endpoint Manager Mobile. Donc c'est la plateforme de gestion de la mobilité d'entreprise. Donc c'est deux RCE qui sont critiques parce qu'elles sont unauthenticated. Donc le correctif qui a été apporté, il n'est pas permanent, il doit être appliqué à chaque mise à jour ou à chaque modification du système. En théorie, le correctif devrait arriver sur eux au début du premier semestre 2026. Il y a un POC qui est présent avec les résultats des tests qui est en lien. Donc ensuite, on a un cas assez drôle. Donc, Curl qui a eu un programme de bug bounty ouvert, donc qui l'a fermé entre-temps. Donc, je vous dirai la raison du pourquoi juste après. Et donc, une startup, donc Essel, qui affirme avoir trouvé donc 12 CVE sur OpenSSL. Donc, sachant qu'il avait été demandé d'en trouver 12, donc liés à des sujets spécifiques. Et donc, a priori, la startup les a tous trouvés, donc avec son système d'IA, sachant qu'il précise bien que leur système d'IA traite littéralement toute la chaîne de gestion de vulnérabilité, donc de la découverte, donc analyse, triage, construction d'exploits, à également la partie remédiation, donc aussi bien génération de correctifs que vérification des correctifs générés, pour ensuite, du coup, à la fin, soumettre un rapport à curl, euh, dont donc, une critique parmi les 12 CVE trouvés, donc, sachant qu'il identifie comme élevé, mais à un score de 9,8, donc je ne sais pas pourquoi elle remonte comme élevé. Et donc, cette critique, justement, permet une RCE au niveau de la pro-authentification, donc unauthenticated, parce que vous n'êtes pas encore authentifié. Donc, certaines vulnérabilités étaient présentes depuis des décennies dans le code. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la première vraie démonstration d'AI bug hunting, donc un système vraiment indépendant qui qui gère la recherche et la soumission de rapports dans le monde du bug bounty, sachant qu'en plus, on parle quand même d'un sujet d'une envergure quand même assez importante, parce qu'on parle quand même de vulnérabilité dans OpenSSL, qui est un des codes les plus audités au monde. Et donc, pourquoi justement Curl a arrêté son programme de bug bounty? C'est parce qu'en fait, il y a un avis plutôt mitigé, mais je dirais quand même plutôt négatif sur l'usage de l'IA dans le monde du bug hunting. Pourquoi? Parce que on l'a vu là dans ce cas-là, c'est que l'IA augmente le plafond, donc on trouve des vrais 0D que des humains peuvent difficilement trouver. Sachant qu'un chiffre intéressant l'année dernière pour OpenSSL, 13 0D sur 14 ont été trouvés avec une IA. Mais par contre, on a un effondrement de la médiane parce que sur le nombre de systèmes IA qui tournent,
on a quand même un certain nombre qui génèrent du spam massif de rapports qui sont inutiles, illisibles ou non pertinents de manière générale. Et donc ça fait perdre du temps aux personnes, aux humains qui lisent et traitent les rapports générés. Et donc c'est de ça que c'est plein cœur, et c'est pour ça qu'ils ont arrêté, par exemple, leur programme. Donc ça, dans tous les cas, sans surprise, à voir les évolutions d'IA dans le futur, mais à consommer avec modération. Donc on a eu Log4Shell il y a quelques temps, on a eu Spring4Shell il y a un peu moins longtemps, et maintenant on a Metro4Shell. C'est classe. Donc une vulnérabilité qui se situe dans le composant Metro, d'où son nom, Development Server, donc qui est notamment utilisé par NPM et surtout dans un projet que beaucoup d'entre vous utilisent sûrement, donc React Native, donc sa version CLI, donc qui génère pas loin de 2 millions de téléchargements par semaine. Et donc, qu'est-ce que permet cette vulnérabilité? Elle permet une RCE authenticated sur le système via une simple requête POST, donc assez critique. La preuve en est, elle est notée 9,8 sur 10 dans son score CVSS. Et donc, un des scénarios que je vous propose, qui était observé par Vincheck, donc, une exploitation forcément de la vulnérabilité en question par la requête POST, une injection d'un script en PowerShell qui a été encodé préalablement en base64, une modification donc, via ce script de la configuration de Microsoft Defender antivirus. Donc l'intérêt pour eux, c'est d'exclure l'analyse d'un certain répertoire, donc le répertoire temporaire spécifique à l'utilisateur, de créer une liaison avec un serveur C2 pour récupérer un binaire écrit en Rust, pour information, qui va du coup permettre d'avoir un moyen de persistance sur le système et qui en plus, a priori, sur eux, comporte des mécanismes d'anti-analyse pour faire perdre du temps aux personnes qui essaieraient de comprendre un peu ce qui se passe avec ce fameux binaire. Donc là, je vous ai mis quelques IOC, même si bon, la vulnérabilité commence un peu à dater, parce qu'elle a fait quand même pas mal de bruit. Donc, mais si vous ne l'avez pas corrigé ou si vous avez des besoins de rester sur les versions affectées, je vous conseille de surveiller un peu ces IOC. Et donc, dans justement les versions qui sont impactées par la vulnérabilité en question, toutes les versions comprises entre la 4.8.0 et la 20.0.0-alpha 2, donc de React Native, on est passé à la version 20.0.0 ou Super. Ensuite, on a une 0D donc, dans Microsoft 365, mais également dans Microsoft Office. Pourquoi? Parce qu'elle se situe au niveau des mesures d'atténuation OLE. Donc, c'est tout ce qui va permettre d'intégrer des fonctionnalités entre vos différentes applications Microsoft Office. Et donc, forcément, si vous contournez ça, bah, vous permettez l'usage de contrôle com OLE vulnérables, ce que vous ne cherchez pas forcément, ce que vous cherchez à protéger et à surveiller. Donc, quelques précisions sur la vulnérabilité donc, fournie par Microsoft. Donc, l'exploitation est possible uniquement en local sur la machine Windows de la cible. Le panneau de prévisualisation n'est pas un vecteur d'attaque, donc ça je le précise parce que ces temps-ci, ça reste un vecteur d'attaque assez important. Donc là, on se situe sur autre chose. L'utilisateur doit ouvrir un fichier malveillant via une application de la suite Office. Donc vous l'aurez compris, aussi bien de la version locale que du client cloud. Et la vulnérabilité a été ajoutée également au catalogue Kev de la CISA. Version impactée pour la version locale Office 2016-2019, la version étendue de 2021-2024 et Microsoft 365 App, donc les versions liées aux abonnements Microsoft 365. Sachant que ça, forcément, c'est corrigé par Microsoft. Mais pour les autres, c'est à vous de mettre à jour. Sachant que le processus de mise à jour est un peu compliqué parce qu'il faut que vous ayez modifié des clés de registre dans votre registre Windows. Donc ça, je vous redirige vers l'excellent article de l'IT Connect, qui du coup vous explique ce qu'il faut faire. Une vulnérabilité qui touche Telnet, donc plus précisément GNU NetUtils, donc qui est une suite d'outils réseau
qui vous pousse pas mal d'outils, dont Telnet, mais également FTP, Ping, Transroute, etc. Et donc, la vulnérabilité, elle est due à une absence de nettoyage au niveau de la variable d'environnement user de votre système, qui est du coup envoyée en entrée euh, à Telnet, et donc qui permet d'obtenir un accès route distant sous authentification requise. Donc, autant vous dire que c'est critique de chez critique. Et donc, comment se passe l'exploitation? Donc, vous insérez -froot donc pour forcer l'authentification en tant que route dans votre variable d'environnement user et en appelant le client, vous augmentez vos privilèges sur le système sur lequel vous avez essayé de vous connecter. Bon, les versions impactées de GNU NetUtils vont de la 1.9.3 à la 2.7. Mais bon, de manière générale, et vous le savez très bien, Telnet, c'est obsolète. Donc, quand vous pouvez désactiver Telnet, faites-le, si vous pouvez, évidemment. Côté Fortinet, on a une exploitation active d'une faille critique. Alors, c'est pas une 0D, elle a été trouvée il y a quelques temps, mais elle est actuellement confirmée par la société de renseignement Defused comme étant très active. Donc, c'est une OS injection dans le service PH Monitor qui peut mener à terme à une CE, une authenticated, excusez-moi. Il y a plusieurs branches qui sont vulnérables avec les patchs disponibles associés. Je vous invite à voir le lien en commentaire. Côté OpenClaw, ou alors pour les plus anciens, donc il s'appelait aussi Moldbot ou CloudBot, il y a une RCE one-click. Donc ça se situe sur un défaut de validation du paramètre gateway URL. En fait, au niveau c'est lié au mécanisme de connexion automatique et ça permettrait à un attaquant d'initier une connexion vers un serveur qu'il contrôle et de récupérer son information sensible. Et ensuite aller jusqu'à une exécution de code à distance en un clic si du coup l'utilisateur derrière qui est connecté clique sur le lien qui est piégé que ferait afficher du coup OpenFlow. Donc les patchs sont disponibles donc sur les deux branches. Donc je vous invite à patcher. Stack Overflow sur Node.js. Donc là, il est simplement possible de faire crasher le serveur. Une requête avec une requête JSON malveillante qui serait spécialement formée pour faire le crasher. On pouvait entraîner une code de sortie 7 qui ferait crasher du coup l'application. Ça a fait du coup les applications de production Node.js, notamment utilisant l'API Async Hooks, notamment donc, le React Server, le Components et Next.js. Tout ça, c'est patché déjà. Je vous invite à faire le mise à jour. Donc voilà, côté faille vulnérabilité. Donc là, on va un peu parler des événements marquants du mois de janvier. Alors, le premier, donc la plateforme d'échange des flux de documentaires entre les différents services de l'État et les usagers, donc ça s'appelle Hub II. Donc, elle a subi un piratage avec un volet de données. Donc, l'intrusion a été détectée le 9 janvier 2026. Euh, il est possible qu'en fait, l'intrusion date de plusieurs jours avant le 9 janvier, mais elle a été détectée le 9 janvier. Donc, l'estimation du nombre d'informations volées était de plus de 70 000 dossiers exportés, donc environ 60 000 fichiers, pardon. Les principaux services touchés sont du coup la Direction de l'information légale et administrative, la Direction générale de la cohésion sociale, la Direction générale de la santé et la Caisse nationale des allocations familiales. Les actions mises en place de leur côté depuis sont une réinitialisation des mots de passe pour tous les utilisateurs et le MFA maintenant est désormais obligatoire pour les comptes de type administrateur. Petit retour sur le piratage de Nota++. Donc, c'était la faute du groupe chinois de Lotus Blossom. Grosse suspicion pour eux, pas encore confirmée à 100%. Donc, depuis juillet à octobre 2025, il y a eu pas mal de modifications régulières des serveurs C2 qui étaient utilisés pour transmettre les paquets. Donc, plusieurs sources d'infection ont été identifiées, notamment venant du Vietnam, du Salvador ou de l'Australie. C'était globalement le même mode opératoire à chaque fois qui était répété, avec une connexion à un serveur, exécution d'un fichier de update.exe, avec ensuite un installeur N6, donc un New Source Scriptable Install System, qui contenait plusieurs fichiers, une bibliothèque malveillante, notamment en .dll. Et nous, on vous recommande de vérifier notamment la présence, vérifier notamment la présence du fichier donc ns.tmp, qui est situé dans le local app data de /tmp. Et donc, je vous ai mis vite fait la chaîne pour que vous puissiez voir de ce qui s'est passé.
petite bonne pratique de sécurité qui a été mise à l'épreuve, qui a été repérée. Donc, il y a eu un employé de la municipale, pardon, qui a détourné pendant 4 ans 3 millions d'euros. Donc, c'est un employé qui était responsable des procédures de contrôle en cas d'anomalie, donc avec un certain accès déjà par défaut, et qui avait la possibilité, de façon assez efficace, de maquiller ses traces sans être inquiété. Qu'est-ce qu'il a réalisé lors des pauses déjeuner? Il allait se connecter, enfin, plutôt, il allait directement, physiquement, sur les PC du service financier qui, eux, de leur côté, n'étaient pas verrouillés parce que les bonnes pratiques n'étaient pas respectées à ce niveau-là. Ils modifiaient les coordonnées bancaires ou validaient des virements frauduleux en les faisant passer pour des opérations parfaitement légitimes. Ou alors, tout simplement, ils redirigeaient d'autres versements vers des comptes personnels qu'ils possédaient ou des structures intermédiaires comme des associations qui, derrière, le faisaient revenir à lui. Donc, le verdict, c'est qu'il a subi du coup une peine de 2 ans de prison ferme avec 24 000 euros d'amende. Donc la partie 2 des bonnes pratiques, vous allez voir pourquoi. Donc c'est une histoire qu'il a racontée sur Clubic. On peut, enfin, le nom des victimes est caché, donc on ne sait pas réellement. Enfin, on a des prénoms, donc on pourrait essayer de retrouver les personnes à l'origine de l'événement, mais là on va se dire que ce soit vrai ou pas, dans tous les cas, les éléments d'histoire sont possibles, et donc c'est ça qui est important pour en tirer des conclusions et des résultats et s'améliorer. Donc là, c'est un cas du coup d'une usine française où le paramètre Wi-Fi, la fonctionnalité de Wi-Fi direct était activée sur l'imprimante. Donc c'était un acte qui a priori était bienveillant et qui avait pour but de faciliter le travail avec les prestataires externes. Donc le but du Wi-Fi direct, c'est de permettre à des appareils de se connecter à l'imprimante sans passer par des routeurs ou quelconque passerelle réseau. Et donc, forcément, ça crée un bridge entre votre WAN et votre LAN, ce qui ici a été lourd de conséquences, parce que jusqu'à maintenant, le réseau, donc, au vu selon le prestataire, était censé être un bunker numérique isolé du reste du monde, aucune connexion Internet, aucune porte de sortie. Donc, a priori, ils sont censés avoir un réseau assez segmenté et ordonné. Mais du coup, avec ce fameux bridge, euh, une extraction qui a été possible de plusieurs gigadoctets donc de plans industriels et de formules chimiques confidentielles, donc ce qui représente pour l'usine en question pas loin de 10 ans de recherche et développement. Donc, ce que, quand je vous disais l'autre conséquence, vous comprenez maintenant. Et donc, ça, je le dis en conclusion, donc l'importance de bloquer ce type de fonctionnalité, mais en plus de segmenter votre réseau. Euh, Parce qu'une imprimante, faut pas, enfin, ça reste ça reste un serveur, donc un serveur que vous voulez pas mettre dans le même réseau ou le même sous-réseau que les postes de vos utilisateurs, et que vous voulez pas non plus peut-être mettre dans le même réseau que vos autres serveurs. Donc ça, je vous conseille, c'est d'avoir un sous-réseau ou encore mieux un VLAN dédié à vos imprimantes. Et donc là, par exemple, peut-être que ça aurait pu vous éviter tout ce mal. Côté fuite de données, donc plutôt avis aux utilisateurs d'applications de rencontre sur la première, donc Match Group, qui est l'application, enfin, le groupe qui est en charge des applications de rencontre, notamment Tinder, Hinge, Mythic, Match.com, qui a été utilisé par le groupe Shine Hunter. Donc, ils ont de récupérer de leur côté une base de 1,7 gigaoctets de données, donc soit plus de 10 millions d'enregistrements. Celle-ci ne contiendrait uniquement en théorie que les utilisateurs de Hinge, Match et OkCupid. Donc, l'intrusion serait liée à la compromission d'un compte SSO via la plateforme Okta, et ça a permis aux attaquants d'accéder à AppsFlyer, qui est une solution d'analyse marketing, et du coup, qui stockait les données sous le Drive et sous Dropbox des utilisateurs. Les données sensibles du Sénégal ont fuité sur notamment le département de l'automatisation des fichiers, donc la DAF, par le groupe The Green Blood. Donc, il y a eu des mises en évidence de preuves qui ont été faites sur certains groupes de failles de données, de breach. Donc, pour rappel, la DAF, c'est un organisme qui est assez critique au Sénégal, qui gère notamment les identités des Sénégalais et l'identification nationale, la biométrie et les données électorales. Donc, selon notre rapport qui a été envoyé, il y a une compromission dans l'AD qui était présente depuis très longtemps,
Donc le rapport avait été envoyé par une société d'experts cyber qui s'appelait Iris, donc qui avait fait un rapport qui était assez complet. Rien n'avait été mis en place depuis, ce qui a entraîné finalement à terme à ce qu'ils avaient prévu, donc la faille et la compromission. Et selon le groupe de hackers, donc The Green Blood, il y a 139 téraoctets de données qui ont été exportés. Donc, le chef de la CISA un peu trop généreux avec ChatGPT. Donc, évidemment, quand je parle de ChatGPT, je parle de la plateforme publique que tout le monde utilise, donc qui a un gros sujet. On va en parler. Donc, c'est un événement qui a eu lieu en juillet 2025, mais j'en parle là parce qu'on a un petit peu plus d'infos et je pense que c'est important. On n'en avait pas parlé à l'époque. Donc, on en parle maintenant. Donc, des documents sensibles, non classifiés, mais qui étaient quand même marqués avec le label For Official Use Only, ont été uploadés du coup par Madhu Gautam donc, qui était directeur en intérim à ce moment euh, auprès de la CISA. Et donc, cet upload a généré pas mal d'alertes de sécurité qui ont été déclenchées par les capteurs internes, donc notamment les capteurs qui empêchent le Data Loss Prevention, donc le DLP. Donc, ChatGPT était officiellement bloqué, donc son usage était officiellement bloqué pour le DHS et la CISA au moment où l'upload a eu lieu, mais Madhu Gautam avait obtenu une autorisation spéciale à ce moment-là, pour un temps relativement court. Euh, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve un cas d'école de Shadow AI, donc même au niveau de la CISA, sachant que entre-temps, Gautam Mukala, euh, il est devenu directeur adjoint de la CISA entre-temps. Et donc pour la petite définition, donc pour les termes Shadow AI, c'est le sujet de tout ce qui est usage de l'IA de manière non contrôlée et sans validation ou supervision de la part de l'organisation. Donc là, pour le coup, il y a eu des alertes qui ont été remontées, mais c'est des alertes qui ont été remontées une fois l'upload réalisé. Donc, ce qui reste pas forcément des plus pertinents, ce qui est mieux que rien, tout de même. Une autre fuite de données, donc 35 millions de données concernées par une fuite de données chez Flickr. Flickr, qui est une plateforme en ligne qui permet de partager et d'héberger des photos et des images. Aujourd'hui, on estime le contenu photo vidéo à 28 milliards de fichiers sur la plateforme. Et donc, les utilisateurs de la plateforme qui ont été notifiés le 5 février 2026, et donc la fuite qui serait liée à une vulnérabilité exploitée chez un fournisseur tiers des services mail, donc une faille qui a été corrigée entre-temps. Flickr leur a demandé d'investiguer pour en savoir plus. Et donc, dans les données qui ont fuité, on retrouve des noms d'utilisateurs, des adresses mail, les types de comptes utilisés, les adresses IP, des localisations qui sont approximatifs, mais qui ont malheureusement le mérite d'exister, et des historiques d'activité. Donc, il souligne quand même qu'il y a aucun mot de passe ou numéro de carte bancaire dans le leak. Mais le mal est déjà présent, puisqu'il y a des risques de phishing ciblé, donc de spear. Donc là, on va parler de NetNTLM V1. Donc, même Mandiant en parle. Donc, si Mandiant en parle, on va en parler aussi. Donc, je le rappelle, hein, NetNTLM V1 est décrit comme étant obsolète depuis 2012, mais il est encore beaucoup trop utilisé. Et Mandiant le confirme. Donc, le scénario courant, c'est que vous forcez l'authentification vers une machine que vous contrôlez, donc en tant qu'attaquant, ce qui va vous permettre de capturer des hash NetNTLM V1, donc le NTLM V1 qui a été le protocole legacy de Microsoft pour l'authentification, et donc Net pour l'authentification à travers le réseau. Et donc, en récupérant ça, une fois que vous avez récupéré le hash, puisque vous avez la possibilité, du coup, vu que vous avez le hash et qu'il n'y a plus de euh, contraintes réseau, vous avez la possibilité d'essayer de le casser en local pour pouvoir, du coup, ensuite essayer de récupérer le mot de passe d'origine. Faire un craquage hors ligne, sachant que vous avez même la possibilité, en plus, de faire du relais NTLM pour vous authentifier directement sans avoir besoin de récupérer le mot de passe initial. Et donc ça, c'est un autre sujet, on ne va pas en parler là.
Et sachant qu'il précise que ce type de craquage de mot de passe est aussi dans quelques heures avec du matériel qui est quand même assez accessible au grand public. Donc quand j'ai assez accessible, c'est pour moins de 600 $. Et donc ce qui est assez drôle, c'est que Mangent en fait a essayé d'accélérer un peu la disparition du protocole. Et donc pour ça, ils ont publié un dataset public donc de Rainbow Table complète pour le protocole. Donc les Rainbow Tables, c'est des tables qui sont précalculées, qui permettent très rapidement donc de casser des mots de passe à partir de casser des haches et de récupérer les mots de passe sans avoir à refaire tout le calcul qui est assez exhaustif et demande quand même un temps assez conséquent. Et donc c'est un peu une mine d'or. Et donc on peut se demander pourquoi ils ont fait ça. Donc, je vous l'ai dit, hein, le but c'est de choquer hein, et vous leur montrer qu'il faut très rapidement arrêter d'utiliser NTLM V1 pour passer sur NTLM V2 pour, pour les gens qui ont l'habitude de faire du Windows directement passer sur Kerberos. Il est même plus recommandé d'utiliser des protocoles d'authentification réseau basés sur NTLM. Et donc dans l'article, vous avez des démonstrations, donc vous les voyez utiliser du responder pour intercepter les hash, de l'OAuth coerce pour de la coercion au niveau de l'authentification, vous les voyez utiliser secrets dump, etc. Donc si vous faites de la red team, l'article est intéressant, et si vous vous intéressez à l'aspect remédiation, vous avez aussi le contenu dans l'article. Et du coup, bah forcément, vu que c'est public, vous avez le dataset qui est dans la slide, donc vers console cloud google.com. Deux outils qu'on a voulu vous présenter. Donc le premier qui permet assez facilement d'isoler un processus du réseau, donc qui s'appelle Step Blocker, donc pour Process Network Blocker, donc qui est une CLI. Donc vous avez deux modes possibles. Soit vous bloquez un processus par son PID. Donc quand j'ai bloqué un processus, c'est bloqué, vous l'isolez du réseau. Donc soit par son identifiant processus, soit vous bloquez un exécutable de façon permanente en lui fournissant le chemin où trouver ce fameux exécutable. Et donc ça fonctionne sur Windows 7, 8, 10 et 11, ainsi que sur toutes les versions Windows Server. Donc, si vous gérez des projets Node.js, vous utilisez sûrement npm install. Par contre, ce qui fait peur avec npm install, c'est que vous prenez sûrement pas le temps de lire le code de toutes ces dépendances. Et donc, vous n'êtes pas sûr d'installer une dépendance qui est safe et qui a été revue récemment. Et donc, pour ça, un des conseils peut être soit de lire tout le code, mais bon courage, soit d'utiliser Safe NPM. Donc là, Safe NPM, ce qui permet de faire, c'est tout bête, mais c'est de voir si le package a été publié dans les 90 jours ou pas. Euh, Parce que ce qui a été démontré au cours de l'histoire, c'est que la plupart des compromissions massives, donc des cas de supply chain, ont été détectés ou signalés lors des premiers jours ou des premières semaines à la suite de l'upload du paquet en question. Donc pour ça, je vous ai mis deux références. Donc on a parlé de deux use cases de supply chain l'année dernière, donc qui sont assez intéressants, donc je vous renvoie vers ça. Et donc justement, donc, si un paquet date de plus de 90 jours, en fait, automatiquement, il sera bloqué par le projet, donc comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'installer. Mais bon, il y a quand même le paramètre manage days qui existe pour pouvoir régler ça et donc pouvoir, par exemple, être un petit peu plus tolérant et passer au lieu d'être sur 90 jours, peut-être d'être sur 30 jours. Donc ça, c'est bien à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais bon, du coup, je le rappelle, l'outil n'est tout de même pas magique ou divin, mais bon, c'est mieux que rien. Et bon, on en vient au fameux sujet de défense en profondeur. Ça peut être déjà intéressant de voir la proba de télécharger une défense malveillante avec cet outil. Donc voilà pour les événements piratage, fuite de données, etc. Et donc là, on parle un peu business et juridique. Alors, sur le premier, donc, c'est une alerte des autorités allemandes, donc la BFV et la BCI, donc excusez-moi, je ne vais pas prononcer les mots en entier, c'est des mots allemands, je ne sais pas prononcer. Ils indiquent l'utilisation de l'application Signal à des fins néfastes.
Donc, deux cas possibles. Donc, le premier, c'est l'utilisation du support signal avec transmission d'un code PIN par la victime qui pense qu'elle est en communication avec le support signal. Elles, de leur côté, côté pirate, ils enregistrent le compte sur un appareil qui est contrôlé de leur côté et ils récupèrent toutes les informations et ils peuvent se faire passer par la machine. Enfin, pour l'utilisateur de façon légitime. Le deuxième cas, c'est juste de l'espionnage de compte qui est lié à un scan d'un QR code par la victime. Et ce scan, au lieu d'être juste un scan normal, en fait, c'est un script qui va autoriser du coup un appareil des pirates à se connecter au compte signal. En termes de recommandations, on vous recommande du coup de vérifier la liste des appareils qui sont connectés et de supprimer toute connexion qui serait inconnue et que vous auriez non validée. Donc ensuite, le rachat de SGNL par CrowdStrike, donc un achat, donc une acquisition annoncée pour 740 millions de dollars. Donc SGNL, qui est une entreprise de sécurité qui fait de l'Identity Threat Detection and Response, donc qui a pour but de surveiller en continu les comportements liés aux identités pour pouvoir forcément détecter des potentielles compromissions. Euh, et donc du côté de CrowdStrike, on a la solution Falcon, donc qui permet de détecter et bloquer des attaques, donc toujours en visant l'identité et les contrôles en domaine en temps réel. Et donc l'intérêt pour eux de vouloir racheter GNL, donc Identity Security, c'est pour renforcer du coup, leur plateforme et pouvoir ajouter une vision un petit peu plus dynamique et donc sur l'aspect autorisation. Donc là, je vous ai mis une liste de ce qu'apporte officiellement GNL. C'est une autorisation dynamique basée sur risque en temps réel, donc avec des informations sur les menaces qui proviendraient justement de la plateforme Falcon, des accès qui sont accordés et révoqués de manière continue, une volonté d'éliminer totalement les privilèges permanents et un focus sur les entités qui est plus sur du non humain ou des agents IA de manière générale. Et donc la volonté vraiment de CrowdStrike, c'est de se mettre à l'heure au goût du jour au sujet du cloud, du SaaS et de l'IA. Donc ensuite, donc le NIST qui a une grosse revue, qui est actuellement en train de réfléchir un peu à sa stratégie euh, liée à, liée à la gestion des CVE. Donc je m'explique. Donc là, si vous avez un peu suivi, le NIST a publié pendant longtemps un article où ils annoncent pour avoir du mal à suivre l'explosion du nombre de CVE. Donc le NIST, c'est vraiment de fonctionnement. Donc ce qu'ils annoncent, c'est que leur modèle NVD donc, est difficilement scalable. La gestion CVSS, CWE, CPE. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres que je trouvais intéressants. C'est qu'aujourd'hui, la base NVD contient pas loin de 330 000 CVE référencés et attribués. Et aujourd'hui, 29 000 sont en attente d'analyse. Quand je dis aujourd'hui, c'est hier à 23h30. Et donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est de splitter un petit peu les tâches liées à cette gestion des CVE. Donc là, je vous ai mis une citation de Brian Boyen, qui est justement membre de la division du NVD. Euh, donc, we've been kind of caught on our heels for the last year and a half. Donc, c'est un sujet qui n'est pas tout récent, hein, c'est dans les bacs depuis plus d'un an et demi. Et en plus, si on reprend toutes les gros sujets qu'il y a eu au niveau du programme CVE, donc on en avait parlé au mois de mai l'année dernière, et le fait que la communauté a un peu émis quelques doutes sur le fonctionnement du programme CVE dans le monde, on va dire que ça a permis un peu au NIST d'accélérer sa prise de position sur son futur, sur sa stratégie. Et donc, les décisions qui ont été prises là, dans l'immédiat, c'est de transférer une partie de l'analyse directement au CNA. Donc, les CNA, c'est les organismes qui sont chargés d'attribuer les CVE. Donc, par exemple, en France, si je veux en citer quelques-uns, je peux citer Yeswia et WPScan.
de se concentrer, eux, plutôt sur les CVE les plus importants. Donc, quand je dis les CVE les plus importantes, c'est celles qui appartiennent qui font partie du catalogue CEF de la CISA. C'est les CVE qui touchent à des logiciels fédéraux et c'est des produits et des CVE qui touchent des produits qui sont vraiment critiques. Euh, donc, aussi bien pour les Américains que pour le reste du monde. Et ensuite, donc un cas c'est assez intéressant, donc une affaire à Guam, donc une île tropicale sous, sous couvert américain, qui donc une affaire qui a touché à une enquête sur de la fraude. Et donc le FBI a eu accès à des postes justement qui avaient leur disque chiffré avec BitLocker. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont préparé une commission rogatoire, donc, l'équivalent forcément aux États-Unis. Ils ont envoyé ça à Microsoft pour leur demander de récupérer les clés de déchiffrement. Et bizarrement, Microsoft a dit oui. Donc comment c'est possible? Comment Microsoft dispose de vos clés de chiffrement BitLocker? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous activez BitLocker sur un poste, une copie de la clé de récupération est réalisée et envoyée sur les serveurs de Redmond. Mais par contre, je le précise, c'est forcément sur un poste où vous avez utilisé un compte Microsoft. Donc si vous utilisez un compte local, a priori, vous êtes safe. Et donc la justification qu'a donné Microsoft pour justement se dire qu'il faut envoyer une copie de votre récupération sur les serveurs de monde, c'est au cas où vous oubliez votre mot de passe. Bon, c'est très gentil pas, mais ça émet quelques questions quand même. Sachant que si on regarde un peu du côté de leurs concurrents, euh, Apple, par exemple, avait dit non en 2016 dans l'affaire de San Bernardino. Donc, c'était un cas où le FBI avait récupéré des téléphones et avait demandé à Apple de développer un firmware spécial qui permettait du coup, qui leur permettrait de pouvoir désactiver le brute force, toutes les mesures anti-brute force au niveau du code PIN pour déverrouiller le téléphone. Donc Apple avait dit non parce que sinon ça introduisait une backdoor pour les iPhones utilisés à travers le monde. Et donc a priori, Apple a dit non. Microsoft, eux, ont fait le choix de dire oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent recevoir ce type de requête au moins 20 fois par an et qu'ils ne peuvent pas toujours y répondre. Bah, bizarrement, ils ne peuvent pas toujours y répondre parce que dans tous les cas, on ne se retrouve pas avec un poste qui utilise un compte Microsoft. Donc, sans surprise, c'est normal qu'ils ne peuvent pas dire oui à tout le monde. Donc, si vous voulez vous assurer que Microsoft ne puisse pas accéder à votre ordinateur, bah, soit vous utilisez un compte local ou vous forcez la sauvegarde en local uniquement de votre clé de récupération. Et donc, ça, par exemple, ça peut se faire par GPO. Donc, soit vous stockez votre clé de récupération sur un serveur que vous contrôlez, soit vous le mettez sur une clé USB ou autre. Côté France, on a une perquisition qui a été mise sur les locaux de X en France, plutôt par Paris, je suis pas sûr. Elon Musk est remis en cause sur toutes les plateformes qu'il utilise. Donc ça fait suite à ce qu'il y a eu récemment sur la mise à nu des photos qui a été transmise à Grok, qui demandait du coup de mettre à nu certaines personnes sur l'application sans leur consentement évidemment. Et notamment un autre cas de stockage et de diffusion de contenu avec caractère pédopornographique sur les serveurs de la plateforme. Donc l'affaire est... Je sens que c'est aussi directement lié à l'affaire Epstein. Côté ANSSI, il y a une autre publication, donc la stratégie nationale de cybersécurité qui a été mise à jour. Donc il rajoute la nouvelle version qui va aborder les sujets pour les années à venir, donc 2026 à 2030, avec deux principes fondamentaux. Donc améliorer nos défenses et les étendre à tous les plans de la société. Donc c'est notamment pour tout ce qui est la généralisation des bonnes pratiques, définition des responsabilités pour les fournisseurs notamment, et diffusion efficace de l'information à travers tous les réseaux, à travers le réseau des CCIR notamment. Et le deuxième principe fondamental, c'est mobiliser du coup, le collectif en capitalisant sur des succès déjà réels. Et donc là, c'est plutôt, ce qui est visé, c'est plutôt les CCIR territoriaux et sectoriels, le 17 cyber, le campus catalyseur d'intelligence artificielle collective, les coopérations notamment aussi entre les organisations professionnelles.
Donc ça, on vous encourage à aller voir le rapport qui a été fourni par l'ANSSI, donc qui fait 33 pages, je crois, qui se lit assez facile. Et dernier point business, en droit juridique, pardon. Donc c'est une amende de 5 millions pour France Travail. Donc c'était lié aux incidents de 2024. Donc pour rappel, ce qui s'est passé, c'était une supply chain attack via le compte d'un prestataire, donc Cap Emploi. Il y a eu une exfiltration de 20 années de données, notamment avec des informations type des numéros de sécurité sociale, des adresses mail, des adresses postales, des numéros de téléphone, mais pas de données médicales, on vous rappelle. Il y a trois négligences qui ont été pointées du doigt. Donc, une authentification qui avait été faible. Donc, en gros, les moyens d'authentification n'étaient pas du tout robustes. C'était facile de usurper l'identité de quelqu'un avec des mots de passe relativement faibles. Et évidemment, l'MFA qui était certainement pas activé. Pas de certitude, mais certainement pas activé. Deuxième négligence, une absence de cloisonnement. Donc là, les conseillers de Cap emploi pouvaient accéder aux données d'entreprise, même de personnes qui n'accompagnaient pas. Et une journalisation insuffisante, tout simplement, la gestion des logs n'était pas faite correctement et pas au niveau, donc on ne peut pas récupérer toute l'information qu'on avait besoin. Euh, En termes du coup, en termes d'amende, ils ont 5 000 euros de plus par jour de retard pour la mise en place des remédiations selon le planning de la CNIL, pour mettre en place du coup tout ce qui doit mettre en place. Du coup, on a pas fait un slide sur Free. Enfin, Donc, un point sur. Parce que je vais. On a peut-être oublié de mettre la slide sur Free, mais bon, dans tous les cas, les médias en ont tellement parlé que vous avez de quoi regarder. Donc, Free qui a aussi reçu une amende assez conséquente. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie amende sur Free Mobile et une autre sur Free. Et donc, on est sur combien? 33 millions, je crois, d'euros d'amende. oui, on peut vrai. Donc, Ils ont tout le sujet était sur la délibération de savoir est-ce que de faire la différence entre du coup Free Mobile et Free. Et du coup, il y a eu finalement le gros qui a été pris pour Free Mobile et une partie qui a été prise par Free, sachant qu'il y avait certains clients qui étaient des clients convergents qui étaient aussi sujets de quid de ces clients. donc voilà. Donc, sur le sujet des conférences, vous le savez, j'en ai parlé le mois dernier. Donc la GCC qui est prévue le 10 mars. Donc n'hésitez pas à prendre votre place. Ça sera au locaux de l'ESIEA, donc rue Vézal, au Gobelin, à côté des Gobelins. Donc sur le Mairie sujet d'Ivry, Ah, c'est vrai, pardon, j'ai des bêtises. C'est l'autre site. les nouveaux locaux de l'ISEA, Mairie d'Ivry. C'est magnifique. Merci, merci Hervé. Donc sur le sujet donc de la supply chain, donc maillon faible de la cyber, donc vous aurez l'occasion de pouvoir débattre sur ce sujet le 10 mars. Corinne, le 31 mars à Lille, donc qui se passe en parallèle du FIC, qui aura du coup également lieu au Grand Palais à Lille entre le 31 mars et le 2 avril. Et on termine par les points divers et les points trolls, donc dont le premier qui touche à Windows, donc plus précisément au protocole Kerberos, donc à la gestion de l'authentification Kerberos. Donc la fin de l'utilisation de l'algorithme RC4, donc implicite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, euh, avec des comptes avec SPN, quand enfin, par défaut, en fait, vous négociez en RC4 vos tickets Kerberos. Donc, c'est quelque chose d'implicite. Donc, c'est pas ce que vous voulez. Parce que RC4, aujourd'hui, c'est identifié comme étant un algorithme de chiffrement symétrique à flux obsolète. Donc, on vous encourage à passer sur AES. Et donc, c'est pour ça que Microsoft, à partir de maintenant, et quand j'ai à partir de maintenant, c'est que ça a commencé à partir de janvier 2026, donc a commencé à fournir des nouveaux Event ID pour vous remonter quand des appareils ne supportaient pas AES. Pourquoi? Parce que du coup, RC4 est remplacé par AES au niveau des négociations Kerberos. Donc, je vous ai mis les Event ID tout en bas, donc le 201, 206. Donc, pourquoi il y en a deux? C'est le 201, c'est quand euh, l'appareil essaye d'utiliser AES, et 206, c'est l'appareil n'a pas réussi à utiliser AES. Et ensuite, vous avez 202 et 207. Donc là, c'est les comptes qui nécessitent une réinitialisation de mot de passe. Donc pourquoi on verra ça juste après.
Donc, en janvier 2026, vous avez le mode audit qui est apparu. En avril 2026, donc, AES va passer comme, comme algorithme utilisé par défaut par Kerberos, sachant que vous aurez la possibilité de désactiver ça et de repasser sur RC4, donc de rollback, mais juste temporairement, parce qu'en juillet 2026, on aura toujours l'enforcement, mais sans rollback. Donc là, il sera plus possible donc de switch, sachant que vous avez quand même la possibilité donc de modifier les algorithmes supporting types euh, donc au niveau des attributs pour pouvoir quand même utiliser RC4, mais du coup, ça vous demande quelques opérations et de la gestion des attributs de vos objets AD. Euh, mais du coup, de manière simple, il sera plus possible facilement d'utiliser RC4. Mais bon, malheureusement, comme beaucoup de cas dans les environnements Microsoft, certains équipements ne supportent pas AES. Donc c'est pour ça qu'il y a un mode audit qui est quand même assez long. Donc notamment tous les systèmes d'exploitation qui sont inférieurs, enfin qui sont inférieurs à Windows 7 et Windows 2008. Et également pour tout ce qui est KeyTabs qui ont été générés sans clé AES. Donc les KeyTabs, c'est les fichiers sécurisés qui contiennent vos clés Kerberos. Donc forcément, si elles ont été générées sans clé AES, bah, votre KeyTabs enfin, les clés qui sont dans votre KeyTabs seront inutiles. Et du coup également, différents sujets au niveau des mots de passe. Donc pour les comptes qui ne possèdent pas de clé générée AES, c'est tout ce qui est mots de passe historiques qui ont été inchangés depuis au moins 2008, enfin avant 2008, et tous les comptes qui ont été migrés, mais qui ont été migrés uniquement avec leur HTTM. Parce que là, du coup, forcément, pareil, il va y avoir un sujet de réinitialisation de mot de passe et pour pouvoir en même temps générer vos clés AES. Donc, d'où les événements 202 et 207 au niveau de l'observateur d'événements. Donc, dans la catégorie système, évidemment. Donc là, on passe sur Unix. Donc on parle notamment donc, du projet sudo donc, qui a besoin de sa communauté. Donc pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le projet sudo, c'est un seul mainteneur, donc Todd C. Miller, donc qui a quand même 30 ans de maintenance sur le projet. Donc bon, j'ai mis l'usage si jamais vous ne connaissez pas sudo, ce qui sera assez étonnant, sachant que maintenant sudo est inclus aussi nativement dans Windows. Non, il faut quand même activer une fonctionnalité avancée. Donc ça permet à l'utilisateur d'exécuter des commandes utilisant le privilège d'un autre compte. Donc souvent, c'est utilisé pour utiliser pour exécuter les commandes en tant que root, sudo quelque chose. Donc en recherche donc de financement, donc c'est le mainteneur du projet sudo qui en fait la demande. Pourquoi? Parce qu'en février 2024 ou 2025, moi, je vérifierai. Il y a son ancien employeur donc, qui était un parrain assez important du projet, donc appartenant à la filiale de Quest Software, qui a arrêté justement son parrainage. Et donc maintenant, c'est ce que déclare Todd C. Miller, c'est que il se focus uniquement sur la correction de bugs et le nettoyage du code, mais qu'il n'y a plus réellement donc de version majeure qui sort sur le projet sudo, ce qui est assez triste. Et ce qui est encore plus triste, je trouve, c'est que Canonical donc, a préféré, eux, au lieu de supporter le projet, de commencer à développer sa propre version de sudo, donc sudo-rs, vous l'aurez deviné, c'est sudo, mais en Rust. Et donc, ils ont publié leur version en octobre 2025. Donc, il faut savoir que justement, M. Miller, il a communiqué dessus en disant qu'il est quand même en étroite communication avec l'équipe qui est chargée du développement de sudo-rs donc pour pouvoir les aider et suivre l'avancée du projet, qu'il ne le prend pas personnellement et qu'il espère que Canonical sera transparent et fera son nécessaire pour permettre une migration souple des utilisateurs sudo vers sudo-rs. Mais bon, ce qui est triste, c'est de se dire que potentiellement, à terme, sudo sera complètement remplacé par sudo-rs.
Toujours quand on parle de remplaçant, la question de quid de Linux normal, donc qui a maintenant du coup 56 ans, mine de rien. Donc il y a eu un projet qui s'appelait Continuity qui va avoir lieu, donc qui est là pour volonté de passer du coup du modèle du Benevolent Dictator for Life, enfin Linux normal, par un comité. Donc c'est un comité qui serait dirigé par une sorte d'organisateur, puis qui serait suivi de son conclave, petite référence du coup à toute l'organisation autour de l'élection du pape. Et l'objectif, ce serait de désigner un ou plusieurs mainteneurs. Le nom du coup de Greg Roy Hartman, qui est le bras droit de Linux Torvald, fait beaucoup parler en ce moment. Il n'y a rien de concret, ça ne veut strictement rien dire, c'est juste que, bah, comme c'est quelqu'un qui était aussi très connu dans la communauté, il fait beaucoup parler. Et donc, la question de savoir, c'est qu'est-ce que va arriver au niveau du futur pour toute la partie-là, toute la gestion du noyau Linux. Et petit point maintenant pour les nostalgiques, dernier point, donc le comeback de Windows 7 et de Vista. Alors, ce n'est pas une blague. Donc, il y avait de nombreuses personnes qui avaient exprimé de la tristesse, étaient pas satisfaites de Windows 10 et de Windows 11. Rassurez-vous, il y a une solution alternative. Alors, la première, c'est de passer sous Linux. La deuxième, c'est ce qu'a fait un modeur donc, du nom de Bob Pony qui a ressuscité donc, Windows 7 et Vista. Donc, il a mis en ligne les ISO des systèmes d'exploitation qui disposent notamment des mises à jour de sécurité, ce qui est un peu le point le plus important. Et dans le cas de Windows Vista, notamment, l'OS, il va avoir les mises à jour de sécurité qui ont été publiées via Prium Assurance Update, qui a été valide jusqu'en janvier 2026. Donc, les dernières mises à jour de sécurité. Par contre, petit rappel, ça reste des versions qui sont non officielles et du coup qui ne sont pas supportées par Microsoft, donc ils ne recevront plus de nouvelles mises à jour derrière si vous récupérez un ISO. Donc vous allez pouvoir rejouer au jeu natif de l'époque. Voilà, on a terminé du coup cette revue d'actualité. Donc la prochaine réunion, du coup, qui n'est pas le mois prochain parce qu'il y a la JSSI, mais le mois d'après, donc ça nous en renvoie au mardi 13 avril. Donc, comme toujours, les supports et les supports, les slides, les replays sont disponibles en ligne. Merci beaucoup pour cette. Avec plaisir.